Veuillez procéder à la Jean-Michel Solé, présent. Céline Pastor, présent. Guillaume, Clémentine R, présent. Jean-Michel Gascou, présent. Sandrine Poussal, présent. Olivier Capey, donne procuration à Josette Monté. Nicole Clara, donne procuration à Divino. Olivier Lacaze, présent. Guillaume Blavette, présent. Josette Monté, présent. Gérard Petit, présent. Isabelle Assensi. Eddy Vergel donne procuration à Jean-Michel Gascou. Louise Serralong, présent. Denis Pi. Marie-Josée Graza, présente. Jean-Louis Florisson, présent. Evelyne Canovas donne procuration à Clémentine R. Cédric Castellar donne procuration à Marie-Josée Graza. Roger Rouille, présent. Emmanuel Fradet donne procuration à Marc Marty. Myriam Nogues, présente. Jean-Charles Colomine, présent. Elisabeth Leza, présent. Marc Marty, présent. Et Rakchanda Fezi donne procuration à Jean-Michel Solé. Donc je vous propose comme secrétaire de séance Clémentine R. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Dans le point 1, dans le jour, c'est l'approbation pour l'observation sur le procès oral de la séance du conseil municipal de 10 avril. Est-ce que j'ai des commentaires? Oui, un commentaire. Concernant le point numéro 16. Pardon? Concernant le point numéro 16 du dernier compte rendu. J'ai voté les subventions, comme je le fais en principe chaque année. Pourquoi? Parce que, bien que je remarque des anomalies flagrantes, comme dans d'autres, je suis à 12 de ces associations, et lors de l'Assemblée Générale, lors du bilan, si on me dit comment, il n'y a pas voté la subvention, bien que j'ai noté les anomalies, je vote les subventions, parce que je suis membre de 12, donc au point numéro 16, si vous pouvez marquer que j'ai voté les subventions. Et ensuite, une petite remarque, dernière page 17. Je ne suis pas sûr que le nom propre cité par Emmanuel à 5 lignes de la fin soit le bon. Pardon? Je ne suis pas sûr que le nom propre cité à la page 17 à 5 lignes dans la fin soit le bon. Oui. Donc je vous propose de vérifier. Oui, moi ça m'a étonné aussi, mais je ne connais pas Je ne veux pas ce taxe, non. Non, je pense que c'est la personne qui habite derrière la voiture. Je pense que c'est sur Oka. Sur Oka, voilà, c'est ça. Mais dans celui-ci, elle ne me l'a pas dit, mais peut-être vous devriez en parler avec elle. Non, mais c'est exact. C'est eux qui m'ont écrit. Donc, je pense que c'est d'eux qui parlent. Bon. C'est bon pour tout le monde? Donc, le point 2 de l'ordre du jour, c'est validation du plan de financement définitif et sollicitation contractuelle des emplois nécessaires à la réalisation du nouveau port de Plaisance. Donc, au regard des récents retours concernant les demandes de subvention pour la rénovation du port de Plaisance, il convient de valider le plan de financement qui a été annexé à la note, d'autoriser M. le maire à solliciter les établissements bancaires et à signer tout document relatif à la finalisation de cette opération. Pour mémoire, il a été rappelé les différentes étapes de ce dossier. Une délibération prise le 5 février 2015 concernant le lancement d'un accord cadre d'études et de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'aménagement du port de Plaisance. Une autre délibération le 10 septembre 2015 concernant les travaux d'aménagement et l'approbation du dossier de demande de subvention. Une délibération prise le 15 novembre 2007 concernant la contractualisation de l'ADEME. L'obtention d'une aide de l'ADEME de 1 830 728 € par convention signée le 19 décembre 2017. Une délibération du 12 février 2018 portant actualisation du plan de financement. Une délibération du 12 avril 2018 portant sur l'avis à formuler dans le cadre de l'enquête publique sur la demande d'autorisation pour l'aménagement de l'espace portuaire. La signature d'un avenant avec l'ADEME pour prolonger la mobilisation de l'aide jusqu'au 31 décembre 2019. Une délibération de 10 juillet 2018 portant sur la déclaration de projet pour les travaux portuaires. L'obtention de l'autorisation environnementale pour les travaux d'aménagement de l'espace portuaire par arrêté de Réal du 24 juillet 2018. L'obtention d'une subvention de la région de 2 072 417 € par courrier du 25 février 2019 et l'obtention d'une subvention de l'État de 1 198 000 € par courrier du 13
2019. Le dernier document de l'annexe établit ainsi le plan de financement de la façon suivante. Le montant total des travaux pour la réalisation du pont s'élève à 10 18 403 € et 18 centimes, suite aux décisions prises par les commissions d'appel d'offres qui se sont réunies le 20 décembre 2018 et le 3 juillet 2019. Les recettes, donc c'est l'ADEME 1 830 728 €, la région 2 72 417 € et l'État 1 198 000 €, ce qui fait un total de subvention de 5 101 145 €, un besoin de financement qui s'élève donc à 4 917 259 €, que l'on propose d'arrondir à 5 millions d'euros. Est-ce qu'il y a des commentaires? Un commentaire, une remarque. Bon, disons que le coût global de l'opération s'élève donc à 10 18 403 plus les frais de maîtrise d'œuvre. C'est ça. Donc, il faut rajouter là-dessus 1 million, à peu près. Non. On les a estimés à 330 millions, sachant que dans les 10 millions, il y a un aléa qui a été intégré par le bureau d'études qui s'élève à 300 000 €. Donc voilà, là, on est dans l'enveloppe. L'accord cadre a marché subséquent. Il s'élève à combien? 700 000 €. 700 000 €. Donc, les frais de maîtrise d'œuvre, C'est bien payé. 300 000, donc on est bien à 1 million. C'est déjà réglé, ça. C'est réglé, mais ça coûte. Ça fait partie du coût global de l'opération. Quand même. Oui, les études, On est d'accord. Oui, mais ça a été pris sur les budgets déjà et ça a été financé. Et C'est le reste à financer. dans le marché, disons que la mission de la maîtrise d'œuvre comprend le suivi pendant les travaux, c'est-à-dire l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'assistance, les humanitaires, éventuellement s'il y en a, l'exécution des travaux, bien sûr. Ok, donc tout ça, c'est compris dans ce montant. En sachant que, comme tu as assisté à la réunion, il y a on peut dire qu'il y a pratiquement sur les 6,5 millions sur le lot 1, on a simplement 1 million qui n'est pas forfaitisé, tout le reste est forfaitisé. Donc on a, et sur le reste aussi, c'est forfaitisé, c'est forfaitisé le reste. et c'est calculé en fonction de la quantité. Donc c'était le lot qui pouvait représenter, entre guillemets, le plus de risque de dépassement. Le fait qu'ils soient forfaitisés, ça nous borde quand même le financement, tout en sachant que le milieu qui n'est pas forfaitisé, suivant les calculs, ce qui s'est dit à la réunion, la marge de dépassement est relativement faible, si elle existe. Donc après on souhaite tous avoir un port qui nous coûte moins cher, hein. Ça c'est clair. Et vu les contraintes que nous avons eues environnementales, et vu aussi les contraintes de confinement du port, le port est en plein centre-ville, avec peu d'espace de travail, avec un axe routier relativement éloigné, dans des pièces qui sont à l'extérieur, transportées, etc. Vous connaissez toutes les contraintes. Je peux les énumérer si vous le souhaitez. Donc fait qu'il y a je rappelle que le premier lot, si on a mis tant de temps, c'est pratiquement 6 mois qu'on consulte par rapport à ce dossier. Et si on a mis tellement de temps, on a mis presque 4 mois de plus pour arriver de l'OM, on a déclaré infructueux, parce qu'on avait un dépassement au total de 3 millions d'euros. Donc on est toujours par rapport au prévisionnel, puisqu'on était à 9,2 millions à valeur égale de ce qui est écrit ici, sans les 700 000 € qui sont payés, on est sur un dépassement de 800 000 €. On est négociant, on l'a dit, ça s'est expliqué, et je pense que les négociations, elles ont été difficiles, mais je pense qu'elles ont abouti. Et l'entreprise qui a été choisie, c'est l'entreprise Vinci,
qui est l'entreprise principale, qui est quand même spécialisée dans les travaux pareils, nous ont donné bonne impression et une assurance de sérieux par rapport à cette travaux. Ce que je peux dire par rapport au financement. Les contraintes environnementales sont assez drastiques. Donc on a un état des lieux en temps des travaux avec des dérogations, c'est ça. Pendant les travaux, il y a des mesures d'évitement, de réduction et de réduction, des mesures d'accompagnement environnemental. Oui. Et toujours pendant les travaux, des mesures de compensation et des mesures de suivi. Ces mesures de suivi vont durer 9 ans. Est-ce qu'on est bordé de ce côté-là aussi au niveau des frais financiers? Oui, c'est débordé, c'est vrai. C'est-à-dire que le suivi est compris dans l'opération. Oui, il y a eu, ça a été expliqué lors des réunions, hein, il y a eu des demandes par la Réal. Je rappelle la configuration du port. L'idée, c'était de ne pas demander de dérogation pour la destruction d'espèces protégées, compte tenu de tout l'historique, laboratoire à l'eau, réserve marine, Bagnous, notre volonté de protéger l'environnement et de ne pas détruire l'espèce, la biodiversité. Donc on a imaginé un concept de port bâti autour de la biodiversité, autour des aires de Posidonie, des grandes nattes, quand il y en a eu. Si le fait qu'elles disparaissent, ça c'est pas notre fait, hein, malheureusement, mais autour de ce contexte-là. Ce qui nous a obligés à être ingénieux par rapport au musoir, puisque le musoir vertical qui a prolongé la digue, qui est légèrement ouvert sur l'extérieur, c'est des contraintes, c'est beaucoup plus cher que l'enrichissement, mais c'est aussi innovant. C'est aussi ce qui nous a permis d'avoir 1,8 million de l'ADEME, puisqu'on est allé plaider l'innovation et le concept d'un port qui respecte l'environnement dans ce milieu. Donc c'est ça aussi qui nous a fait, et si on n'avait peut-être pas fait ça, on a eu un surcoût, mais on a eu une partie de financement par l'ADEME. Et l'État nous a beaucoup aidé sur ce projet. Voilà. Et tout ça fait qu'on a des contraintes environnementales, des contraintes de protection, dont Guy pourrait l'expliquer mieux que moi, des bouts qui sont levés, etc., pendant les travaux. Donc il y a des barrages, à l'intérieur de l'eau qui sont installés de manière à ce qu'il n'y ait pas de retombées. Il y a des contraintes de mauvais temps qui sont prises en compte, puisqu'il y a combien, 40 jours, c'est ça 30 jours d'intempéries qui sont prévus dans le chantier. Et puis il y a des contraintes liées à la reproduction de la faune et de la flore, qui fait qu'on a des périodes où on ne peut pas travailler dans l'eau. Donc tout ça étant pris dans l'appel d'offres, ça a certainement créé du surenchérissement de l'appel d'offres du coup, mais c'est ce qu'on souhaitait aussi. Voilà. Donc, on a un port qui est un port propre, et ça reste un port à l'image de Bagnous. C'est pas un port, revenir sur le passé, mais c'est un port qui reste dans l'enceinte du port et qui protège notre environnement et esthétiquement et la biodiversité. Bon, le phasage et le planning des travaux est assez serré quand même. Ah, oui, très serré. Et moi, ça dure un an quasiment, hein, puisqu'on va en octobre. Juin, une dizaine de mois. Ouais, 10 mois. Ce que je crains le plus, c'est les contraintes environnementales qui risquent de nous retarder, puisqu'on va quand même un contrôle pendant les travaux qui risque de nous retarder pendant l'évolution des travaux. Il y aura quand même, c'est prévu dans le prix aussi, hein, il y aura des spécialistes, des experts qui sont nommés pour vérifier le chantier qui se passe comme il a été annoncé, etc. Donc le chantier sera suivi par le maître d'œuvre, mais il y aura des experts complètement indépendants qui vont venir. Donc ça c'est le maître d'œuvre qui gère tout ça, à savoir tout ça, les entreprises qui doivent, dans leur marché, elles ont l'obligation de nommer des experts pour certifier que les travaux sont conformes à la prescription et au cahier des charges et à l'appel d'offres. Ça ne veut pas faire n'importe quoi. Je prends l'exemple que tu as entendu, des barrages, comme on appelle ça, pas des barrages, anticontaminants. Anticontaminants, mais même quand ils vont faire le musoir pour protéger la vie de Posidonie, des retombées.
des dispositions Les matières de suspension. matière de suspension. Voilà, ça c'est une grosse contrainte, et sachant qu'il serait démonté s'il y a trop de mauvais temps, de manière à ce que les matières soient pas remises en situation. Il y a tout un tas de contraintes qui sont, à mon avis, très contraignantes, très sévères, et qui font qu'ils surenchérissent le prix de cet ouvrage. Mais bon, c'est ce qu'on avait souhaité. Après, moi, ce que je veux dire par rapport à ça, par rapport au port, c'est qu'on est arrivé au bout. Hein, je veux dire c'est pas un projet qu'on a voulu, c'est pas un projet qu'on a fait comme en disant on va améliorer la baie, on va paysager le port, c'est pas une coquetterie, le port de l'Inde-sur-Mer, on va être obligé de le refaire parce qu'il est obsolète, il devient dangereux, il y a des quais qui sont très dangereux et ce port, quelle que soit la prochaine municipalité, seront obligés de le faire et de mener les travaux au bout, sinon ils seront fermés. Parce qu'il engage la responsabilité du maire, certainement, mais aussi la responsabilité de la ville. Il va y avoir un accident sur le pont, on le sait tous. Et tu as bien entendu que d'autres municipalités avaient déjà engagé beaucoup d'argent pour sécuriser le port. Oui, mais c'est un prolongement. C'est un prolongement, mais c'est un prolongement, oui, bon, c'est dommage qu'on ait laissé faire tant de se dégrader ce port de cette année. Mais bon, on ne va pas refaire le passé, on n'est pas là pour ça. Moi, je suis très content qu'on ait pu mener ce dossier à terme. Je rappelle, la date est indiquée, on a commencé le projet le 5 février 2015. Donc, c'est un projet qui a été long, qui n'a pas été simple, et il a fallu le faire pas à pas, d'abord techniquement avec le bureau d'études, mais après avec les services de l'État. Et l'État nous a beaucoup aidé, je tiens à le dire. L'État nous verse, on a 1,8 million d'ADEME, et on a 1,1 million, pratiquement 1,2 million de faire le DETR. L'État finance le port à 3 millions d'euros. La région a 2,5 millions. Donc on a quand même des subventions. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience, une prise en compte aussi de l'utilité, de l'urgence de ce projet, mais aussi de son concept, de faire un port propre avec la biodiversité. Peut-être je pourrais vous donner quelques... Vous avez d'autres questions à poser? Bon, sur le planning, au niveau des phasages, l'impression qu'on est sur 2 ans et quelques. Là. Et on va le faire à 10 mois. Pardon? Et on va le faire à 10 mois. Voilà. Alors, à ce sujet, mais tu peux y assister, donc je le redis ici publiquement, le 19 juillet, il y aura une réunion de travail, j'ai oublié, les autres peuvent venir, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de secret. Il y aura le plan d'exécution des travaux qui sera remis par les entreprises avec un phasage précis des travaux, comment ils seront réalisés. On en a déjà une idée puisqu'on en a déjà parlé, on sait très bien que ça posera des contraintes. On a fait la réunion d'attribution des lots et derrière nous avons fait une réunion de la commission portuaire avec, ailleurs il y a eu beaucoup de monde, je trouve que c'était bien pour un matin qu'il n'y ait pas de monde, avec pas mal d'usagers, des professionnels, des pêcheurs, etc., les clubs de plongée, de manière à indiquer déjà quelles sont les contraintes de faire ce port si rapidement. La contrainte, c'est que les parties ne seront pas accessibles pour les bateaux mis à sec pendant l'hiver. On va trouver des solutions, on est en train de travailler, et il y aura des jeunes certainement, parce qu'il y aura les chantiers qui vont aller vite, mais c'était aussi la condition pour qu'on puisse rentrer dans le coup, parce que les entreprises font des économies d'échelle quand elles amènent beaucoup de matériel, qu'elles font le projet beaucoup plus rapidement que de le faire d'une manière plus longue. Donc c'était aussi des concessions qu'on avait fait. En ce qui concerne les négociations de prêt, donc on va solliciter 5 millions d'emprunts pour le port. Je rappelle sur le budget annexe. Et le budget annexe doit se suffire à lui-même, doit se gérer lui-même, doit s'équilibrer lui-même, et en aucun cas ne doit imputer le budget communal. Donc, ce sera 5 millions d'emprunts qui seront demandés. On a une partie de l'emprunt sur la demande qu'on est en train de faire. On n'a pas les résultats encore, bien entendu, je vous les communiquerai. Donc, sur ce qu'on souhaite, c'est 1 million d'euros
qui serviront à financer les réseaux, le revêtement, tout ce qui est amorti en 15-20 ans. On demande un prêt de 20 ans. Et sur le reste, on demande un prêt de 30 ans. En sachant qu'on va consulter à partir de l'organisme qui nous conseille, qui s'appelle Orfeo. Et donc, on est en train de consulter sur des taux fixes, pas sur des taux variables. On avait une proposition au départ de la Caisse des dépôts qui est très investie autour des grandes constructions. La Caisse des dépôts, je rappelle, c'est le bras armé financier de l'État, c'est une banque d'État. Elle nous propose des taux variables qui sont annexés sur le livret A à 0,75 et qui prennent 0,75 de marge. Donc on est à 1,5 sur 30 ans et plus. Voilà. Donc on est sur un prêt qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus cher que ce qu'on trouve actuellement sur les marchés. Donc je pense qu'on ne contractera pas, on le décidera ensemble, mais pour l'instant ce n'est pas la proposition que je vous ferai, puisque si le livret a bougé, le taux augmenterait. Donc nous on est sur un taux fixe à 30 ans. Alors le taux fixe à 20 ans, on est sur 0,6, 0,8, donc ce qui est exceptionnellement bas. Donc tout le monde nous dit que c'est le bon moment pour emprunter, je pense qu'ils ont raison. Et sur le taux fixe à 30 ans, on serait, ces estimations, c'est demande, hein, c'est pas encore gravé dans le marbre, peut-être on aura un peu moins, peut-être un peu plus, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on espère. Et sur le taux fixe à 30 ans, on espère entre 1 et 1,1. Voilà, c'est les consultations qu'on a, on aura la réponse le 31 juillet. Je pense que j'ai été assez complet. Donc, est-ce qu'on passe au vote? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point 3, c'est la télétransmission des actes administratifs, convention de transmission à la préfecture de Pyrénées-Orientales. Je vous remercie. Monsieur le maire rappelle que par délibération du 29 août 2013, une convention relative à la mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avait été approuvée. Une nouvelle version est disponible et intègre notamment la télétransmission des marchés publics. Il s'agit d'autoriser monsieur le maire à signer la nouvelle mouture. Des questions? Je suppose que l'on est d'accord. Oui. Je vous remercie. Le point 4, c'est la communauté des communes. Albert Cotermel et Lévis, c'est le renouvellement du conseil communautaire. C'est un avis sur la composition de l'Assemblée délibérante 2020-2026. Au terme de l'article L 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, les communes et leurs intercommunalités doivent procéder au plus tard le 31 août de l'année précédant le renouvellement général des conseils municipaux, à la détermination du nombre ainsi qu'à la répartition des sièges du conseil communautaire, afin que ces dernières puissent être constatées par arrêté préfectoral le 31 octobre. Selon la règle de droit commun, le nombre de sièges prévus pour une communauté de communes dont la population municipale est comprise entre 50 000 et 74 999 habitants est de 40. Néanmoins, le conseil communautaire en exercice peut décider, à la majorité des 2 tiers représentant 50% de la population totale, ou inversement de recourir à un accord local dans la limite de 25% des sièges supplémentaires. Le nombre de conseillers communautaires devrait donc être porté à 50. Par conséquent, il est proposé de recourir à un accord local dans la limite de 25% des sièges supplémentaires. Afin de permettre une réelle représentativité des plus petites communes, il a été proposé et unanimement accepté que les 2 communes les plus peuplées, en l'occurrence Argelès-sur-Mer et Aisne, puissent céder un siège au bénéfice des communes les moins peuplées, qui sont Cerbère et Montesquieu. Dès lors, tenant compte des évolutions démographiques intervenues, il a été proposé la composition suivante pour le conseil communautaire sur la durée du mandat 2020-2026. Argelès-sur-Mer, 8 postes de conseillers communautaires, Page 3, Bagnous 4, Cerbère 2, Couillure 2, Aisne 7, Larocque 2, Montesquieu des Albères 2, Hortafas 2, Palot-d'Alvivre 3, Port-Vendre 4, Saint-André 3, Saint-Génis 3, Sorel 3 et Villelongue-d'Enmont 2. Le conseil communautaire a approuvé à l'unanimité, dans sa séance du 24 mai dernier, cette proposition.
Il est demandé maintenant aux différents conseils municipaux de se prononcer sur cette répartition. Voilà. Je pense que l'explication est assez explicite. Le conseil communautaire s'est déjà prononcé là-dessus. Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'on demande à des municipalités qui ne siégeront pas, pas toutes, en 2020 de se prononcer, mais bon, c'est comme ça. Le conseil communautaire actuellement, c'est 50 sièges, 15 vice-présidents. C'est la répartition qui a été faite, et en gros, c'est un statu quo qui est demandé. Je pense que ça fonctionne pas trop mal et qu'on arrive à s'entendre entre nous. Est-ce que vous voulez, est-ce qu'il y a des questions? Moi, je l'ai voté, ça, je l'ai voté. Il y a quand même un village qui est pénalisé, à savoir le voisin de Collioure, qui perd un délégué. Et ce vote a été effectué en l'absence du maire et de l'adjointe délégué. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Certainement que le bureau avait déjà dû en discuter. Je suppose que c'est dû à la baisse de la population. Mais la petite anomalie est la suivante, c'est que des communes qui ont 1300 habitants auront 2 délégués, et des communes qui auront 2600 habitants auront 2 délégués. Mais c'est certainement un calcul proportionnel en fonction de la baisse de population chez certains ou de la stagnation de la population. De quelle commune vous Je parle de Collioure, qui avait 3 délégués et qui n'en a plus que 2. Il n'y a plus 2 parce qu'ils ont perdu pas mal d'habitants. Voilà, et c'est certainement ça. Mais Montesquieu, qui a 1300 habitants, si ma mémoire est bonne, ils sont 2. Non, oui. Et Collioure aussi. Non, mais j'ai voté. Non, moi aussi. Serveur aussi. Et moi, en bureau, je l'avais dit, et je peux le dire publiquement, pour vendre 4, alors qu'ils en avaient 3. Non, ils en avaient 3, dont ils en ont gagné un. Ils ont 4000 habitants, nous on a 5000 habitants pratiquement, il y en a 4 pareil. Donc, pourtant, c'est qu'on engage les prochains délégués communautaires. Voilà. Mais c'est la loi qui impose que, avant le 31 août, on est obligé de fixer la composition du futur conseil communautaire. C'est la loi, c'est comme ça. Je suis d'accord avec vous, en sachant qu'on arrive en fin de mandat sur un conseil communautaire qui s'est, on peut dire, relativement bien passé, et que c'est vrai que chacun aurait pu venir défendre son bout de gras. Moi, j'étais monté au créneau par rapport au fait qu'on en avait 4, alors qu'on gagnait la population, et que d'autres qui perdaient la population en avaient 4 aussi. Voilà. Bon, après, on m'a expliqué que si, bon, donc, dans un esprit communautaire, on va dire, pour ne pas en rajouter, je l'ai accepté. Mais j'ai fait comme vous, j'ai la même analyse. Est-ce que moi je vais voter aussi? Juste une remarque quand même, je n'arrive pas à déceler l'argument qui justifie le maintien à 50. Alors, le maintien à 50, c'est que le maintien à 50, ça permet des communes de donner des conseils communautaires, sinon à 40, elles n'auraient pas donné. Ça n'a pas été simple, hein. Par rapport à ce projet, pour que les communes, parce que tout le monde fait des petits calculs quand même, hein, des petits calculs, se projette sur la composition du futur bureau, du futur président de la communauté de communes, etc. Ça, le calcul va plus être que ça. Donc il y a 2 communes qui abandonnent un siège, c'est Elne et Argelès. Et donc Porvan ne l'abandonne plus, parce que Porvan l'avait abandonné la dernière fois, certainement pour donner à Collioure, et il y avait une entreprise qui avait abandonné. Donc, c'est comme ça. Le fait d'arriver à 50, ça permet d'avoir autant de délégués par commune. D'en donner 2 à celles qui n'en auraient pas, parce qu'à 40, ça restreignait, et ça permet aussi, alors à vérifier, hein, ça permet de maintenir le nombre de 15 vice-présidents, c'est-à-dire que tous les maires sont vice-présidents et participent au bureau du conseil communautaire. Ils sont combien en règle générale à assister à ces réunions pour les 50? Bon, La moitié? oui, justement, voilà. Deuxième remarque, c'est ça en fait. Pourquoi demander 50 quand à chaque réunion du conseil communautaire, on a environ une trentaine de présents et donc 20 absents. Absents ou avec procuration. Donc, je
qui m'étonne, en fait, c'est qu'on demande d'être 50 alors qu'on n'arrive pas à être 30. La demande, je ne pense pas que si elle était 40, le soir, on soit plus de 20. Quoi. Je veux dire, ça ne va pas changer de... c'est pas... mais je pense que l'idée qu'a demandé ça, c'était de faire une plus juste répartition par rapport aux communes. J'ai, juste pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion d'aller déjeuner avec des maires dans la Salanque. Et il n'y avait aucun de la communauté des communes d'ici. Donc, bon, on discutait entre nous, on m'a invité à l'Inguiade, alors je suis allé, on a passé une bonne journée. Et quand ils discutaient entre eux, ils parlaient de la communauté urbaine de Perpignan. Et ça, par rapport à ça, écoutez, moi, je suis la partie qu'on a. Et ils étaient quand même très vexés, il y avait beaucoup de commentaires, parce que tous les maires sont pas vice-présidents. La représentation des communes, elle est un peu compliquée parce qu'il y a beaucoup de communes et tout le monde ne peut pas être vice-président. Et il y avait des communes qui étaient très frustrées parce qu'ils avaient 10-12 000 habitants qui représentaient la 3e ou la 4e ou la 5e commune de l'agglo et ils n'étaient pas représentés parce qu'à ce moment-là, la représentativité se faisait par des choix politiques, entre guillemets. Et donc, toi tu seras vice-président parce qu'on est du même bord, et donc tu ne le seras pas parce qu'on n'en est pas. Et ici, dans cette communauté de communes, il y a différentes sensibilités politiques et ça permet aux uns et aux autres de participer au bureau. Donc moi je pense que ça a été fait un peu dans cet esprit-là. Après, voilà. À la première réunion, on a dû retenir des gens à la réunion pour arriver à avoir le total, le quorum. C'est quand même c'est limite quoi. Ah oui, mais c'est... Il demande d'être 50. Écoutez, moi on doit le voter un conseil municipal. Moi je vais voter un conseil communautaire, donc moi je le voterai après, chacun est libre de son vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Parfait. Alors, point 5, c'est modernisation du recouvrement des produits de la mise en place des paiements en ligne. Donc, afin de faciliter les démarches des usagers, il est proposé de diversifier les moyens de règlement des factures concernant les prestations rendues par les services publics municipaux. Actuellement, selon les services, les redevances des usagers sont réglées en espèces ou en chèques. La mise en place de PayFi permettra à l'usager de régler en ligne sa facture ou à vie, des sommes à payer par prélèvement unique ou par carte bancaire. Pour le prélèvement, l'authentification de l'usager se fera en moyen de son identifiant fiscal. À terme, une authentification par France Connect sera proposée qui offre l'avantage pour l'usager de ne pas avoir à saisir à nouveau les coordonnées bancaires lors de chaque paiement. PayFi pourra conserver autant de comptes bancaires que l'usager le souhaite. Les modalités d'accès restent identiques à celles précédemment utilisées pour Tipeee. Les usagers devront se connecter au portail de la DGFiP, service gratuit disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le maire donc propose au conseil d'instaurer PayFi pour l'intégralité des recettes de la commune du port du camping à compter du 1er août prochain. Est-ce que j'ai des commentaires? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Point 6, c'est restauration scolaire, tarif 2019-2020. Lors de la mise en place du service de restauration scolaire à la rentrée 2018, les tarifs avaient fait l'objet d'une adaptation tenant compte du tarif facturé par le prestataire de service. Deux modes de règlement coexistaient à l'unité ou au forfait. Ce dernier se déclinant sur l'ensemble de l'année scolaire en 10 mensualités. Les tarifs pratiqués étaient les suivants: repas à l'unité 3,95 €, forfait mensuel 50 €. Une concertation a été engagée avec les villes de Port-Vendre, Pouillot et Cerbère dans le cadre d'une démarche commune. Les propositions faites au Conseil tiennent compte d'une position commune des collectivités et il a été proposé et décidé de n'effectuer aucune augmentation tarifaire. Dans ces conditions, il est proposé au Conseil d'adopter les tarifs suivants, toujours dans le cadre de règlement post-facturation, pour l'année 2019-2020, repas à l'unité 3,95 € et forfait mensuel 50 €. Des commentaires, explications? Donc, personnes qui sont contre, qui s'abstiennent?
Je vous remercie. Le point 7, c'est modification du règlement intérieur du restaurant scolaire, annule et remplace la délibération numéro 54 de juillet 2017. Donc, suite à la mise en place d'un logiciel de gestion du restaurant scolaire et des moyens modernes de paiement en ligne, il convient de modifier le règlement intérieur du restaurant scolaire afin d'informer les familles sur les modalités d'inscription, de facturation et règlement par Internet. Je suppose qu'il n'y a pas de commentaire. Oui. Une question, ce sera tout par Internet ou il y aura encore une possibilité de règlement par Oui, il y a toujours une possibilité de règlement. pour les gens qui n'ont pas Internet éventuellement. Merci. Personne qui se compte, qui s'abstiennent. Je vous remercie. Numéro 8, appel à la solidarité pour la restauration Notre-Dame de Paris. Donc, Notre-Dame de Paris enflamme la nuit du 15 et 16 avril a touché au plus profond de notre identité. Symbole fort de Paris, de notre histoire et de la France multiséculaire, elle est notre héritage commun, notre lien au passé autant que notre inscription dans l'avenir. Parce qu'il y a intérêt public que la cathédrale Notre-Dame soit restaurée, les appels aux dons se multiplient. L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité a lancé un appel et relaie la collecte nationale ouverte par la Fondation du patrimoine. Il est proposé au Conseil d'allouer une subvention exceptionnelle à la Fondation du patrimoine, l'organisme chargé de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine français. Il y a des commentaires? La subvention, le don est ciblé Notre-Dame ou ciblé patrimoine Le don est ciblé Notre-Dame, il est versé au patrimoine, Fondation du patrimoine, en sachant qu'il se dit beaucoup de choses. Alors, on dit qu'on a trop de dons et qu'on pourra en restaurer deux, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. De notre côté, j'entends dire, moi je n'ai aucune information officielle. De notre côté, on me dit qu'on a simplement une centaine de milliers d'euros sur les 900 000 euros prévus. Donc voilà. Ce que j'ai entendu qui me paraît assez plus sérieux, c'est que quand tous les dons seront récoltés, si il y a plus de dons que de nécessité de travaux, ce qu'on ne sait pas et qu'on ignore, et que finalement, ces dons seraient redistribués pour le patrimoine en général en France. C'est une question. Bon, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ce don? Alors le montant c'est 1 000 euros. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Ils s'abstiennent. Je vous remercie. Décision modifiée. Pardon? D'accord, c'est décision modificative numéro 1. Alors, il est nécessaire de procéder à une DM suite à la demande du percepteur concernant 9 000 euros sur le budget du port. Vous savez, le contentieux que la commune avait eu avec M. Boucher. Nous avons mandaté à hauteur de 9 000 euros sur une ligne de crédit et ça ne convient pas au percepteur. Donc on fait cette décision modificative, on prélève 9 000 euros sur le 62-27, frais d'acte et de contentieux, et on augmente les crédits de 9 000 euros sur les dépenses exceptionnelles. C'est un simple jeu d'écriture qui nous est demandé par le percepteur. Je suppose que tout le monde est d'accord. On avait déjà passé un conseil municipal. Je vous remercie. Donc, point 10, Office du tourisme, reconduction de la convention d'objectifs et de moyens entre l'Office du tourisme et la commune. La convention d'objectifs et de moyens entre la commune et l'EPIC arrive à échéance en cette année. C'est pourquoi le comité de direction a approuvé la proposition qui est jointe en annexe pour les 3 prochaines années. Par rapport à la convention de 2017, peu de changements ont été apportés, si ce n'est le rajout de l'article 3, page 7, concernant l'instauration du service marketing et e-commerce, et le chapitre 4, page 10, avec la réactualisation des montants de subvention de la municipalité à l'office. Il est donc proposé au Conseil d'approuver cette convention pour les 3 prochaines années. Une convention qui est en cours, qui existe, qui a été votée en comité de direction de l'Office du tourisme. Rien de particulier, rien de nouveau. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point 11, c'est CIBU du massif des Albers, plan d'aménagement de la forêt contre les incendies, les prises d'ouvrage des Albers, les participations financières communales. Donc, le maire fait savoir aux membres de l'Assemblée que par courrier en date du 22 mars dernier reçu le 3 avril, le CIBU des Albers nous informe de la nécessité de renouveler le plan
d'aménagement de la forêt contre les incendies. Ce dernier date de 2010, il est nécessaire de le mettre à jour. Ce document cadre permet de planifier et de subventionner la réalisation et le maintien des différents équipements de défense de la forêt contre l'incendie. Il indique que le CIVU des Alberts, dont la commune de Banyuls n'est pas adhérente, a été créé en juillet 1985 et a pour compétence la protection et la revalorisation du massif des Alberts. Ce syndicat est une structure très active en matière de DFCI. Les communes adhérentes à cet organisme sont l'Albert, Argelès, le Boulou, Collioure, l'Écluse, la Roque des Alberts, Mauriac, Montesquieu, Le Pertus, Sorède, Villelongue, Saint-Génis et Saint-André. Les communes de Cerbère, Banyuls, Port-Val, Céré et Reynès ont conservé quant à elles leurs compétences en matière de DFCI. Les dossiers liés à la prévention incendie sont donc traités par chacune de ces communes. Le maire indique que par délibération du comité syndical en date du 23 octobre 2018, le CIVU des Massifs des Alberts s'est porté maître d'ouvrage de l'étude pour la révision du PAFI. L'étude a été estimée à 33 000 €, subventionnée à 80%. Cette dernière porte sur l'intégration du travail réalisé depuis 10 ans, la prise en compte de l'évolution des milieux, l'exploitation des connaissances acquises dans la qualification du risque, l'assimilation des évolutions dans les stratégies et les moyens de lutte, et enfin, tirer parti des avancées en matière informatique liées aux évolutions du SIG. Il précise que même si la commune n'est pas membre du CIVU des Alberts, il est demandé dans un souci d'unité du massif d'autoriser le CIVU à porter la maîtrise d'ouvrage et de participer à hauteur de 367 € à ce projet. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Donc, c'est 367 €. Il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent. Je vous remercie. Avis sur le projet de SAGE des nappes de Roussillon. Le projet de schéma d'aménagement et de gestion de l'eau des nappes de Roussillon a été validé par la commission locale de l'eau le 11 avril 2019. Conformément au Code de l'environnement, le Conseil est consulté pour avis sur ce projet. Le SAGE est un document de planification qui organise la gestion des nappes plio-quaternaires à court, moyen et long terme. La commission locale décide d'orientation et d'actions à mener, validées par tous les acteurs de l'eau, et chacun sera en charge de mettre en œuvre les actions qui le concernent. Le SAGE a une portée juridique à travers deux documents dont il est constitué, le plan d'aménagement et de gestion durable et le règlement. Avec 80 millions de mètres cubes prélevés tous les ans, les nappes de la plaine du Roussillon permettent une alimentation d'eau potable de tout le territoire et le soutien d'activités économiques majeures, comme l'agriculture et le tourisme. Ces nappes constituent une ressource indispensable mais fragile. Située à l'extrémité orientale des PO avec une superficie de 900 km², la plaine du Roussillon se présente à la manière d'un amphithéâtre situé entre mer et montagne. Son sous-sol constitue un réservoir aquifère important. Jusque récemment, ces nappes étaient exploitées sans que ne se pose la question de leur pérennité. Aujourd'hui, des problèmes apparaissent. Un déficit quantitatif et des problèmes de pollution. Pour l'instant, ces problèmes sont ponctuels, progressifs, mais il nous appartient de nous en préoccuper dès aujourd'hui pour éviter une situation irréversible. La construction d'un SAGE est apparue comme l'outil le plus pertinent pour enrayer le phénomène sur le long terme. Les orientations votées sont les suivantes. Articuler préservation des nappes et aménagement du territoire pour assurer l'avenir de la plaine du Roussillon. Partager l'eau des nappes entre les différents usagers dans le respect de l'équilibre quantitatif. Réguler la demande en eau par une politique volontariste d'économie, connaître tous les forages et leurs prélèvements associés et faire en sorte qu'ils soient de bonne qualité, protéger les captages et organiser la gouvernance pour une gestion efficace des nappes. Le SAGE a fait l'objet d'une évaluation environnementale qui vise à évaluer l'impact sur tous les compartiments de l'environnement. Cette évaluation a conclu à un impact positif. Il est souligné par ailleurs l'important travail réalisé par la commission locale de l'eau et sa structure porteuse pour l'élaboration du SAGE des nappes du Roussillon et l'instauration d'une concertation entre les élus, les usagers, les associations, les services de l'État, devant permettre de répondre aux enjeux de notre territoire en matière de gestion de l'eau. Il appartient aux membres du Conseil de donner leur avis sur ce projet. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? L'objectif du SAGE, c'est d'atteindre l'équilibre quantitatif et qualitatif des nappes.
Et donc, je voudrais savoir comment cet organisme va réagir vis-à-vis, par exemple, des douches qui se trouvent sur les plages. Déjà, certaines communes ont commencé à, disons, éliminer toutes ces douches, notamment dans les Pyrénées-Orientales et maintenant dans l'Aude et dans l'Hérault. Je voudrais savoir ce que tu en penses déjà. Et je me demande comment va réagir le SAGE vis-à-vis de cette situation. Je pense qu'il donnera des préconisations par rapport à l'économie de l'eau. Je pense qu'il n'y a pas que, si tu veux, la gestion des douches de plage. Hein. Je ne veux pas caricaturer, mais bon, il y a vraiment la gestion des nappes, la pollution, l'organisation. Ça paraît être un organisme intéressant qui nous donnera, au vu des études, des indications fortes par rapport à notre gestion, ce qu'on peut faire. Je pense qu'il sera intéressant d'avoir son avis sur. Son avis va peser dans les années qui vont venir sur l'agrandissement des communes, par exemple, qui est très important, parce que est-ce qu'une commune pourra continuer à s'agrandir à plus soif, à plus scier, si demain on n'est pas capable d'alimenter à nous, ou si elle doit être alimentée à nous au détriment de restrictions qui seront faites à l'intérieur. Donc c'est toutes ces indications que nous donnerons ce fameux SAGE, et je pense qu'ils seront importantes. Donc je suis assez favorable à l'adhésion et à ce que cet organisme voit le jour. En ce qui concerne les douches de plage sur Bagnols, on s'est largement posé la question, on en a discuté. On est les uns et les autres très partagés, franchement, moi je suis persuadé qu'elles ne seront pas pérennisées, ces douches de plage, quel que soit qui va être là dans les prochaines années. On ne l'a pas fait cette année, voilà. Peut-être parce qu'on a coupé une sur deux quand même, par rapport aux installations qu'il y a. Donc on a voulu réduire la consommation. On n'a pas été au bout de la démarche de dire les coupes brutalement sur les plages. Là où il y a trois douches, on en a laissé que deux. Là où il y en a deux, on en a laissé qu'une, de manière à réduire la consommation d'eau sur la plage. C'est un compromis qui personnellement me laisse une figure comme un bon compromis. C'est-à-dire que moi, on les aurait fermés, je n'aurais pas été hostile, je pense que ça n'aurait pas été une mauvaise solution. Donc on est très partagés. Cette dernière année, on n'a pas beaucoup fonctionné. On a manqué de conviction, mais sur les douches, moi je dirais deux petits mots. Le premier, c'est qu'elles ne savent pas qu'à se doucher. Il y a des abus de consommation dans des activités diverses et variées qui sont loin du rinçage post-baignade. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on en a parlé, mais ça serait bien qu'il y ait un arrêté supérieur, genre préfectoral, interdisant, parce que c'est vrai pour une commune touristique, si le maire prend une décision, ça fait un peu mauvais effet, n'est-ce pas? Si on avait un arrêté, une instance supérieure, tout le monde serait mis à la même mouture et l'affaire se règle. Mais bon, on en a voulu en parler, ça sera peut-être la dernière année, comme dit Jean-Michel Soulet, quelle que soit la municipalité, pour sa responsabilité. Je voulais ajouter, donc depuis l'année dernière, on fait un suivi de chaque compteur d'eau pour voir la consommation est jugée s'il y a une augmentation, une diminution, sachant que sur les compteurs d'eau, on a quelquefois plusieurs utilisateurs, comme le terrain de pétanque, etc. Donc c'est très difficile déjà de scinder ce qui est vraiment utilisé par les douches de plage. Sur l'utilisation, il y a des arrêtés préfectoraux qui sont conduits le jour depuis le mois de janvier, qui précisent sur certains secteurs les utilisations qui doivent cesser. Et les douches de plage sont mentionnées sur certains secteurs, le nord du département notamment, où là on a demandé à ce que les douches de plage à certains moments soient installées. Ici on n'est pas concerné, donc on a pesé le pour et le contre. Et, moi personnellement je pense que c'est dans une commune estivale que c'est un atout, c'est un confort que l'on donne à nos estivants, aux gens qui viennent, et même aux Bagnols, mais
notamment pour les enfants, etc., quand on reste 5-6 heures sur une plage, parce que bon, ici, les gens qui habitent ici, bon, comme je le fais aussi, je vais me baigner, je m'essuie, je rentre chez moi, mais les gens qui viennent pour profiter vraiment, qui ont 15 jours ou 10 jours de congé, c'est quand même assez agréable et confortable de pouvoir aller se rincer de temps en temps, de même que leurs enfants. Parce que bon, les enfants, je dis bon, ça gratte. Et voilà, donc il y a quand même un réel confort pour l'utilisation. Alors cette année, je refais lever tous les mois les compteurs et on fera un bilan à la fin de la saison pour voir réellement combien on a consommé, puisque j'ai fait relever quand même pendant l'hiver pour connaître les consommations qu'il y avait parallèles ou par d'autres personnes et d'autres associations sur ces comptes. Donc on pourra faire la part des... Voilà. Alors, je voulais simplement ajouter qu'une grande majorité d'entre nous fait partie de la génération de ceux qui, enfants, n'avaient pas de loup sur les plages. On n'en a pas plus d'eczéma ou de démangeaison que les enfants actuels qui se rincent. Donc la vie, médicalement parlant, je suis assez partagé. Bon, on n'était pas dans le même contexte, peut-être. Maintenant, c'est vrai qu'on a une attention toute particulière pour ces dépenses d'eau. Avant, on ne regardait pas trop. Bon, il y a des communes qui sont allées en douceur, disons, qui ont proposé des recepients. Bon, ils ne sont pas majoritaires, quoi. Bon, voilà, c'est une façon d'aller vers la solution. Voilà. Oui. Le SAGE organise la gestion des nappes existantes ou qui ont été découvertes. Mais étant donné qu'il y a de moins en moins d'eau, il y aura de moins en moins d'eau, peut-être serait-il judicieux que le SAGE s'intéresse aussi à la recherche d'autres nappes, car il existe en zone montagneuse d'autres nappes qui n'ont pas encore été découvertes. Je ne pense pas que ce soit la mission du SAGE. Ce serait intéressant de suggérer au SAGE d'enquêter et de faire des mesures afin de trouver des nappes existantes. Car il en existe d'autres, inconnues pour l'instant, mais dans les zones montagneuses, il y a des réserves d'eau qui un jour devront être utilisées. Sur Banous, par exemple. Il y en a. Moi, je suis d'accord avec vous. Ça, on leur dira quand on siégera. Juste pour revenir simplement sur les douches des plages, une information, et je pense que vous la partagerez avec moi. On n'est pas en restriction d'eau sur Banous encore. On n'est pas. Et j'ai pas eu d'alerte de la préfecture par rapport à un plan sécheresse qui serait mise sur la commune ou sur la communauté de communes. Si tel était le cas, et si on avait une alerte, si petite soit-elle, on fermera les douches de plage. Sachez-le, et je le ferai comme d'autorité, entre guillemets, de manière à correspondre à ça. Pour l'instant, on n'a pas ça, mais je pense que ça, suivant le cas, s'il continue, ça ne va pas tarder. Donc, je ne suis même pas sûr qu'elle soit ouverte pour tous les prix. Donc, on a voté pour ça? Non, on n'a pas voté. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre sur ça, qui s'abstiennent? Je vous remercie. On a un avis projet avec l'aide de révision du code littoral, c'est ça? Alors, allez-y. En délibération du 27 mai 2019, le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale a arrêté la procédure de révision du SCOT Littoral Sud. Conformément aux articles du Code de l'urbanisme, le conseil municipal est consulté pour avis sur ce projet. Le SCOT Littoral Sud et son chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ont été approuvés le 28 février 2014 sur un périmètre comprenant 22 communes. L'intégration de trois nouvelles communes, Elne, Bages et Ortafa, au sein du syndicat, a induit une extension du périmètre. La révision a également pris en compte des évolutions réglementaires ayant eu lieu depuis l'approbation du premier SCOT. Des ateliers de travail rassemblant des élus, les acteurs socio-économiques et institutionnels du territoire ont été organisés pour identifier les sujets sur lesquels la révision devait se concentrer dans une perspective d'amélioration. Conformément au Code de l'urbanisme et aux choix observés dans le cadre de la présente révision, le dossier d'arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale littoral sud comporte un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable, un document d'orientation et d'objectifs
comprenant un document d'aménagement artisanal et commercial et un chapitre individualisé valant un schéma de mise en valeur de la mer. En synthèse, le syndicat mixte propose un projet à l'horizon 2028 qui prend en compte l'évolution de son périmètre et intègre le secteur basse plaine du TEC dans la structuration fonctionnelle et mise à jour de son territoire, traduit, décline et encadre l'application des lois littorales et montagne sur son territoire, intègre des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité et établit des franges urbaines identifiées, intègre les questions inter-SCOT afin d'articuler les objectifs du SCOT de la plaine du Roussillon avec ceux du SCOT littoral sud sur les secteurs frontaliers, met à jour les projets structurants pressentis dans le SCOT en vigueur et identifie de nouveaux projets, intègre les dispositions réglementaires intervenues depuis son approbation, intègre le schéma de cohérence écologique Languedoc-Roussillon, également les travaux du schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires auxquels le syndicat mixte s'applique pas, intègre les dispositions des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, le SAGE dont on vient de parler, des plans de gestion de la ressource en eau, en vigueur ou adoptés, et dans la mesure de la réalisation d'études ou de la production de données de l'état et de connaissances disponibles, ainsi que le PGRI et la mise à jour du diagnostic de territoire, l'actualisation des objectifs de croissance démographique et de construction neuve au regard du nouveau périmètre. Voilà, il est demandé donc au conseil municipal de donner un avis sur le projet de SCOT tel qu'il vient d'être présenté et arrêté. C'est moi qui vais faire un commentaire. Donc, ce SCOT, dans l'ensemble, on a travaillé en réunion du SCOT et de bureau, et donc il correspond à tout ce qu'on avait qui ressort de ce travail qui a été fait en commun par l'ensemble des groupes. Il y a un point sur lequel qui a attiré mon attention, c'est que sur l'anse de Poulie, à l'abri de Béart, il a été conservé des zones propices à la pisciculture, au élevage de poissons. Ils sont indiqués. Donc, j'ai demandé pourquoi ça restait, alors que ça avait soulevé, les uns et les autres le savent, une énorme polémique et un refus de l'ensemble des populations sur ce projet de Cajaton à l'époque. Et on m'a expliqué que ces services de l'État qui avaient dans leur schéma de développement de la pêche, etc., les ressources en Méditerranée, et qui n'en avaient pas enlevé. Lorsqu'on a eu une réunion au parc marin, j'ai posé la même question aux administrateurs des affaires maritimes et j'ai demandé à ce qu'ils soient enlevés. Et là aussi, on m'a expliqué la même chose que je vais vous dire, que c'était un schéma de méditerranéen, de recherche d'endroits, etc., mais que ce n'était pas activé et qu'il fallait que les conseils municipaux le SCOT de l'hiver pour qu'ils se recréent la pisciculture, l'élevage de moules, des choses comme ça, ou des cajadots. Donc ça, c'est ce qui m'a été dit. Compte tenu de ces éléments, je me suis abstenu de voter le SCOT en assemblée plénière du SCOT et en expliquant mon vote, en disant que j'étais d'accord sur la totalité des points, sauf que je ne pouvais pas voter un SCOT qui laissait entrevoir ne serait-ce que soupçon de possibilité de créer des élevages de poissons dans l'anse de la baie de Poulie, bien que n'étant pas sur notre commune, on est nous sous le courant et c'est nous qu'on va, entre guillemets, ramasser. Donc voilà, donc ça je me suis non pas opposé, mais je me suis abstenu. Donc c'est le vote que je demanderai au conseil municipal de faire si vous suivez ma position. Et la parole est de moi, personnellement, je ne sais pas, on n'en a pas discuté, mais personnellement, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est une révision partielle quand même. Cette révision, elle a été faite parce qu'il y a eu 3 communes qui se sont rajoutées là-dessus. Mais je me souviens que tu avais fait quelques remarques concernant les objectifs de croissance démographique et de construction neuve sur la côte de Vermeil, avec un quota qui était assez restrictif. Et ça, disons, ça n'a pas été changé puisque ça n'a même pas été abordé. C'est 1500 constructions sur les 15 ans sur l'ensemble de la côte Vermeil, en sachant qu'il y a 2 communes
Tout peut se discuter, mais bon, il y a 2 communes qui pourront dépasser leur quota, c'est la commune d'Argelès et la commune d'Aisne, parce qu'elles sont situées, elles sont considérées comme des pôles structurants, et de ce fait, elles avaient, je crois, chacune 1500 logements, chacune, et elles pourront dépasser de, si ma mémoire est une bêtise, de 25%, c'est ça? Je crois que c'est 25%. C'est très particulier ce règlement de droit de construire, parce qu'on a mis entre nous les 4 communes. Alors on dit en gros le règlement du SCOT c'est ça, vous avez 1500, débrouillez-vous pour vous les attribuer. Donc ça veut dire que quelque part, on casse l'unité du SCOT, la communauté de communes. Je dois dire maintenant, ça veut dire qu'on jette 1500 logements et puis chacun va défendre sa commune, moi j'en veux 500, moi j'en veux 300. Pourquoi on va transformer ça, et c'est la porte ouverte à des grandes discussions et qui finissent par des mésententes profondes. Donc on a réussi à se mettre d'accord sur les quotas de droit entre guillemets à la construction qui correspond plus ou moins au permis de construire et à la démographie de chaque commune. Voilà. Ce qui me rassure un peu, c'est que ces 1500 logements, peut-être je m'avance, mais je ne pense pas qu'ils soient atteints dans les 15 ans. Je ne pense pas qu'ils soient atteints. Parce que les PLU, parce que les configurations de nos territoires font que, je crois que pour on avait 250 logements, 300 logements. Et voilà, je souhaite à Provence de continuer l'autre, je ne suis pas sûr qu'ils soient en capacité de construire 300 logements de plus. Que ça va à une centaine, je suis pas sûr qu'il ne passe non plus. Nous, on avait 480, est-ce qu'on est fort? Je n'en sais rien, je pense au logement. Donc ça me rassure un peu par rapport à ça. Ça m'avait beaucoup inquiété, moi j'étais beaucoup monté au créneau là-dessus. Voilà. On le rediscutera. Et ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, dans quelques années, on refera un point d'étape. En fonction des logements qui ont été construits et consommés, sur ces 1500 logements qui ont été consommés sur la côte, et on verra bien si des communes sont en déficit, il y en a besoin, et si des communes n'ont pas utilisé leur quota. C'est à peu près ce qui s'est dit, et c'est ce qui a été conclu. Après, ça n'engage pas évidemment. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? Donc, moi je m'abstiens. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pour? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ce SCOT? Et je suppose que tout le monde s'abstient comme moi, en rappelant que cette abstention ne met pas en péril l'exécution du SCOT. Parce qu'on s'abstient. Mais je pense que décemment, on ne peut pas les voter, alors qu'on sait qu'on a quelque chose qui n'est pas porté par les populations. Voilà, je vous remercie. Point 14. L'acquisition de terrain, consort Béguin. Les consorts Béguin sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section AK numéro 805, Haute des Masses, d'une superficie de 5115 m². Cette parcelle est classée en vigne et grévée d'un emplacement réservé numéro 19, inscrit PLU, qui a été approuvé le 12 février 2018, destiné à permettre une aire de stationnement en substitution de l'emplacement actuel situé dans le lit mineur de la Baïonie. La parcelle est située en zone N2B du PLU, en zone rouge du PPR, dans le périmètre d'un monument historique, dans le site classé de la vallée de la Baïonie, dans le périmètre de protection autour du captage du Vaillogé et dans le lit mineur de la Baïonie. Compte tenu de ces éléments, les consorts Béguin ont fait part à la commune de leur souhait de céder la propriété. Le directeur départemental des finances publiques a fixé en date du 8 novembre 2018, la valeur vénale actuelle de cette parcelle à 6 € le mètre carré. Considérant l'intérêt que revêt pour la commune l'acquisition de la parcelle AK 805 qui permettrait d'assurer une aire de stationnement conséquente pendant la saison estivale, tout en prenant en compte la nécessité au titre de l'environnement d'enlever le stationnement dans le lit mineur de la Baïonie, considérant que l'accès à ce parking peut se faire en dehors de la traversée principale front de mer de l'agglomération et désengorgera le centre-ville, considérant l'existence de trottoirs entre ce terrain et le centre du village, permettant une accessibilité aisée et sécurisée par un cheminement doux,
Considérant que cet aménagement permettra l'avancée de la commune vers une politique de développement durable, les membres du Conseil sont invités à se prononcer sur cette acquisition et à autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à cette procédure. Des questions, des commentaires? On est dans le prolongement de ce schéma d'aménagement de la rivière avec le schéma qui vous sera proposé ou qui a été proposé d'aménagement, de revégétalisation et réaménagement de la Baïo. En sachant qu'il y aura un cheminement piéton, etc. Et qu'on s'achemine petit à petit au fait que les stationnements seront interdits dans le coin. Donc il fallait trouver une solution. Celle-ci nous a paru la moins mauvaise et nous permettra un accès au centre-ville, peut-être par la suite, quand on aura aménagé ces terrains. Et l'autre ligne à côté que nous sommes en train d'acquérir au même prix, la proposition est faite avec le propriétaire au même prix et il est d'accord, de manière à ce que quand on sera prêt pour la rivière, on pourra aménager cette zone en parking qui seront utilisés que l'été et pas sur la totalité du temps. Et les personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, je vous remercie. Numéro 15, c'est aliénation d'une parcelle communale de dit Val-Cazou-Oulas. La commune est propriétaire effectivement d'un terrain dans ce lieu-dit d'une contenance de 1,65 centiares. Le terrain est situé en zone agricole du PLU, en zone rouge du PPR, dans le périmètre protection de monuments historiques à la maison 12 ans, et dans le périmètre de voisinage d'infrastructures de transport terrestre. Monsieur Jean-Claude Pousse, riverain de ce terrain, souhaite acquérir cette parcelle. Cet espace ne présente pas d'intérêt particulier. Ce terrain non bâti appartient au domaine privé de la commune et est libre de toute occupation et peut faire donc l'objet d'une vente à une personne privée. Le directeur départemental des finances publiques a estimé en date du 15 avril 2019 la valeur vénale de ce terrain à 165 €. À ce stade de la procédure, le Conseil est donc appelé à se prononcer sur la cession de cet immeuble et autoriser Monsieur le maire à entreprendre toutes les formalités nécessaires. Des questions? Il s'agit d'un terrain juste à côté de la maison de M. Pousse, où il gare sa voiture et privatiser. Pour les bagages, pour se garer. Voilà. Si de faire, Bon, je pense pas qu'il est pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Alors, dénomination de la résidence Louise Marcenac, sage-femme. Ah ben non, c'est bien connu. La société Roussillon Habitat SHLN DPO a obtenu par arrêté du 4 mars 2014 un permis de construire pour réaliser un programme de construction de 36 logements rue Villette-Sagols. Ce programme est actuellement en cours d'achèvement et afin de préparer la mise en location de ces logements, Roussillon Habitat souhaite connaître le nom attribué à la résidence. Il est donc demandé au Conseil de se prononcer sur cette proposition résidence Louise Marcenac, sage-femme. Voilà. Donc je pense que c'est un avis qu'on partage, puisqu'on en avait déjà parlé. Certains d'entre vous me l'avaient proposé, mais on n'avait pas de possibilité à ce moment-là. Au moins, il paraît important qu'on honore par des noms de rue, des Banoulins qui ont été méritants pour la collectivité. Donc, est-ce qu'il y a des personnes, des commentaires? Les personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, je vous remercie. Le numéro 17, c'est dénomination de la voie 6 sur le territoire de la commune, route du Maastricht. La route départementale 86 du rond-point de la Légion d'honneur au Maastricht et desservant le camping du GICB doit être dénommée. Des dysfonctionnements ont été relevés lors de l'acheminement du courrier ou dans les livraisons dues à différentes appellations. Conformément au Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal bénéficie d'une compétence de principe pour la dénomination des voies qui sont sur le territoire de la commune. Il est donc proposé de dénommer cette voirie route du Maastricht. Alors là, on n'est pas dans le même cadre, mais c'est une demande qui nous a été faite par la TTT et par les entreprises qui sont là-bas, parce qu'ils avaient du mal à être livrés, à avoir le courrier, et même sur le géoportail de l'UNAS. Je pense que tout le monde sera d'accord. Personne qui sont contre, qui s'abstiennent.
Merci. Et le point 18, c'est dénomination de la voie sur le territoire de la commune, rue Lieutenant Emmanuel Haïs. Donc la contre-allée longeant la route départementale 86 et desservant la caserne des pompiers et les villages HLM doit être dénommée. Là aussi, il y a eu des dysfonctionnements concernant l'acheminement du courrier ou des livraisons dues à une appellation avenue Guimalet et une numérotation faisant des doublons avec la contre-allée allant des maisons sous la gendarmerie au centre commercial. Il est donc demandé au conseil municipal de valider cette dénomination. Est-ce que j'ai des questions? On est toujours dans le même cas de figure, on honore des personnes qui ont servi la commune. Est-ce que les personnes sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Point 19. Il s'agit du relevé de décisions concernant notamment les différents marchés ou les demandes de subventions. La décision 2 concernant la mise aux normes piste DFCI Servère Banyuls, une demande d'aide financière auprès des services de l'État. Également d'une demande de subvention concernant le restaurant scolaire au sein de l'école. L'attribution du marché pour les travaux DFCI pour la piste AL80 à l'entreprise d'AC pour un montant de 72 993 € hors taxe. La décision numéro 5 concernant une demande d'aide financière pour l'acquisition de vélos assistance électrique pour la RISC. Et enfin, l'attribution du marché concernant la rue Édouard Herriot à l'entreprise Colas pour 365 209,50 € hors taxe. Et le point 20, ce sont les DIA. Donc, est-ce que vous avez rajouté La piste dans les diverses? La piste de FCI, c'est laquelle? Alors, la piste d'FCI, c'est celle qui monte. Alors, il y en a une qui est refaite, c'est celle pour de Guet qui monte à la Tour Pagès, à la Tour de Guet. C'est la partie qui était goudronnée qui a été refaite, l'autre partie a été reprise à terre. Et est-ce qu'ils considèrent la piste d'FCI? On a refait aussi la piste d'FCI, je pense que c'est ça. C'est la route qui amène à Servère. C'est une route qui a été faite sur une piste d'FCI qui a été faite à l'époque par Marty. Qui a été acheté en mauvais état. Ça a été fait sur demande de monsieur le sous-préfet, en sachant que Servère a payé une partie du financement qui est incombe. Nous avons payé nous la partie par rapport au kilomètre qui nous incombe et que l'État aussi est venu ici nous aider à hauteur de 50%. Est-ce que vous avez un sujet que vous voulez aborder? Je voudrais juste aborder moi un sujet. Le restaurant scolaire. L'intégration du restaurant scolaire. On a eu plusieurs réunions qui ont été faites de concertation avec les enseignants, avec les parents d'élèves et les personnels, dont les travaux ont commencé, c'est en train de se faire maintenant. Il y a une partie qui est faite par la commune parce qu'on prépare des classes qui vont déménager et il y a un aménagement du groupe scolaire qui va avoir lieu, sachant que on n'a pas encore ouvert les plis, on a juste choisi le bureau d'études, on va faire l'appel d'offres maintenant en fonction du projet et on consultera l'entreprise et la réunion de la commission d'appel d'offres se réunira à ce moment-là pour désigner l'entreprise. Mais nous, on est en train de faire une préparation parce que les travaux qui doivent être faits avant l'entrée scolaire pour permettre une facilitation des travaux durant l'année scolaire. Sachant que les travaux se feront pratiquement sur un an et demi. Donc ils commenceront cet été, ils continueront, je pense, à partir de Noël et au fur et à mesure du déroulé de l'année, en sachant qu'il y a aussi un plan d'exécution des travaux de manière à ne pas perturber la vie scolaire et mettre en sécurité les enfants, notamment tous les enfants, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'incident par rapport à ça. Ça a été présenté, ça a été discuté et ça a été constaté. D'autres questions, M. Roux? Oui, bien intervenir. Quitte à faire le sourire à l'auditoire, je souhaiterais évoquer un point qui m'a touché personnellement. Un beau matin, je suis venu, j'avais vu le monument de la Sardane. Alors, je dirais simplement que la Sardane n'est pas simplement
des gens qui dansent, des pointés, des pas sautés, des papots, des ballons, non. La sardane le sardanisme est un mouvement humaniste, sur lequel se sont référés les républicains espagnols, par exemple. Mais bien avant, c'était un mouvement humaniste basé sur la tolérance, l'entraide, la solidarité et la paix. Alors, ce n'est pas par hasard que M. Roussel, le regretté M. Roussel, et Mme Pat Rouland, qui a élaboré cette œuvre, ont décidé de le mettre là. J'y étais quand ils l'ont décidé, mais je me taisais n'étant pas compétent quant aux arguments qu'ils ont développés pour le mettre en cet emplacement. Seulement, il leur tenait à cœur et ils ont décidé de le mettre là. Bon, il a été délocalisé. J'en prends acte. Ce que je souhaiterais, c'est que on prenne bien en compte le fait que ce type de monument occupe dans le cœur de tous les Catalans des places privilégiées. Vous voyez, ce monument, d'Osu Banyuls, figure dans des livres tricotés. Là, c'est Llobet, mais il y a Subirana, il y en a d'autres qui ont fait des livres sur la portée symbolique de ces monuments de la Sardane. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des personnes qui, pendant les vacances, font le tour d'une vingtaine de villes qui ont été capitales de la Sardane pour aller se photographier devant ce monument. Alors, le fait que la décision ait été prise de le déplacer, de le localiser, sans en parler, à mon avis, à la sculptrice, je pense que ce n'est pas très adroit pour elle. Ce n'est pas parce qu'elle est très âgée qu'il ne faut pas tenir compte. Déjà, elle avait été très offusquée. Lorsqu'un jour elle est venue à Banyuls, elle avait vu les personnages peints avec une peinture brillante. Elle était très en colère. Voilà. Donc, maintenant c'est là-bas. Pourquoi pas? Je l'accepte. Mais je vais vous dire une chose. La dernière chose. Il y a une plaque qui a été mise sur ce monument là-bas. Or, cette plaque, si mon mémoire est bonne, était sur la façade de la mairie. C'est la ville de Banyuls qui a été déclarée solennellement avec la venue des plus grands personnages culturels du sud et du nord. Donc, je propose que cette plaque qui a été remise là-bas, ce n'est qu'une proposition, chacun pensera ce qu'il voudra, soit mise à son lieu d'origine. C'est la mairie qui a été déclarée, c'est Banyuls qui a été déclarée sur Tatouville. Ce n'est pas un monument sur le port. Donc cette plaque qui est là-bas, je suggère qu'elle vienne nous là, qu'elle revienne à lui. Et puis je dirais des choses qui m'ont touché aussi. C'est bien d'être idéaliste à mon âge, j'espère que vous le serez aussi quand vous y arriverez. Il y a des personnes dans la salle qui m'ont téléphoné. Dell'Anza, e che mi dice, oh, sti rulli, che futeo, che perché, que je vis, que non je vis, que non fasse rien. Voilà, je traduis. Qu'est-ce que vous foutez? Tu ne fais rien. Oui, d'accord, je fais rien. Des gens de série, les sardanistes de série, de aussi. Et les sardanistes de Banyuls m'ont dit, comment tu as laissé faire ça? J'ai dit, écoute, tu te présentes aux élections et tu verras que c'est très facile de faire passer ça. Voilà ce que j'ai dit à certains sardanistes banyulins qui m'ont dit comment tu as laissé faire ça. Voilà, parce qu'à certains moments, il faut dire ce que l'on pense, mais c'est un choix. La majorité, peut-être vous avez décidé de ce déplacement. Enfin, moi, je ne me souviens pas qu'on en ait parlé en conseil municipal, hein, mais peut-être que la sculptrice aurait mérité d'être, sinon associée, du moins prévenue, et une discussion avec elle. Voilà. Alors, d'abord, vous connaissez mes origines par rapport à la retirade? Non, je vous ai écouté attentivement, prêtez-moi un petit peu d'attention. Donc, vous connaissez mes origines par rapport à la retirade et ma sensibilité par rapport à la culture catalane. Bien que pas expert, comme certainement vous l'êtes, mais bon, en sachant que on ne s'est pas levé le matin en disant ce monument il ne nous plaît pas, on va l'enlever ici, on va le mettre ailleurs. Ce n'est pas un effet ni un effet de goût, ni un effet de caprice. Nous avons réussi à passer un partenariat avec la Fondation Mayol, avec Didier Lorquin. Ça n'a pas été simple, de manière à continuer à ce que Banyuls brille et soit reconnu comme la patrie de Mayol et qu'on puisse, sur le front de mer,
avoir plusieurs œuvres de maillot. Voilà. Ça c'est un fait. Donc l'année dernière, il va arriver d'ailleurs le 12 juillet la jeune fille allongée, pas la jeune fille, l'air, statue d'air qui va être mise sur son socle d'origine qui est prévu là où était l'ancienne statue qui s'appelle l'action enchaînée, voilà, sur laquelle on a fait un commentaire de Madame Faré l'année dernière en fin de conseil municipal. L'action enchaînée, elle est venue à Bagnous que parce que quand on a commandé l'air, elle devait être livrée l'année dernière au mois de juin et elle n'a pas été livrée. Comme on devait inaugurer ce pont de mer qu'on avait annoncé partout qu'il y avait une statue de Mayol et qu'on a piqué un peu à sa fierté notre ami M. Lorquin, Olivier Lorquin, en lui disant tu nous avais promis que la statue serait livrée, elle n'était pas, maintenant tu nous racontes qu'on aurait que l'année prochaine, etc. On reste mal, entre identité, nanana, etc., etc. Et il nous a dit, eh bien, vous ne resterez pas sans statut, je vous descends le statut. On a descendu la statue d'action enchaînée, il y a eu même une discussion au conseil municipal en fonction de son prix, du déplacement, etc. etc. Cette statue est arrivée à Bagnous-sur-Mer, elle a été installée, et elle ne devait être prêtée que le temps que vienne la statue s'installer sur le front de mer. De fil en aiguille, d'inauguration en inauguration, avec les relations qu'on a entretenues avec Olivier Lorquin, on a dit que c'est quand même dommage que ce statut remonte à Paris, etc. La patrie de Mayol sur la front de mer, elle est magnifique, etc. Et puis oui, bien sûr, donc, je vous la laisse, et il nous a concédé de nous la laisser gratuitement, donc pas de location, pour une durée de 5 ans, renouvelable tous les 5 ans. Voilà, par tacite retenue. Donc, cette statue, pour l'instant, elle va rester à Bagnous encore pendant longtemps. Il nous a dit, la seule condition que je mets, c'est que cette statue soit mise dans le prolongement des autres statues de Mayol et qu'elle ne soit pas mise à côté, et que la statue de la Sardane ne soit pas mise à côté des œuvres de Mayol, parce qu'on a beaucoup de retours de gens qui viennent photographier les œuvres de Mayol, ce statut, et des confusions sur l'auteur de la statue, etc. Ils sont, même sur un statut qu'on a acheté, vous le savez, ce sont des ayants droit, et c'était la condition qu'ils nous ont mise pour qu'on puisse garder cette statue. Donc, on l'a accepté, et donc, j'avais dit à Philippe Barre, qui est le président du Foin de la Sardane, que cette statue, on doit la bouger. On a mis pas mal de temps à discuter. Je lui ai dit, on te la laissera, on te la mettra où tu veux, sur le front de mer. Je lui avais proposé de la mettre en face, juste après le bar des Arcades, sur cette petite place-là, sur le front de mer. Il n'a pas souhaité, il n'a pas voulu, il m'a dit non, c'est pas là qu'on la veut au port. Donc, il a choisi l'endroit lui-même et on a installé la statue avec son aval. Je suppose qu'il représente les sardanistes de Bagnous, puisqu'il est président du Foin de la Sardane, au port. Il m'a demandé, il tenait absolument à ce qu'on retrouve la plaque Ciutat Copie de la Sardane, qui avait été enlevée, je ne rappelle pas par mes soins, qui a été enlevée de la façade de la mairie. Moi, quand je suis arrivé, elle n'était pas. Donc, elle était aux ateliers. J'ai dû insister beaucoup pour que Rémi la retrouve et la recherche. Il l'a retrouvée. Et Philippe m'a dit quand même, la statue là-bas, les gens se demandent pourquoi elle est là, etc., etc. Ça serait bien que tu mettes cette plaque au pied de la statue. Donc on a un peu modifié la plaque et on a installé, à la demande de Philippe, la plaque au pied de la statue. Voilà. Il semblait d'accord, enfin, il est d'accord, et il semblait convaincu de sa demande. On l'a réalisé à sa demande, en sachant qu'on en a profité pour bouger la ramandaille qui était placée devant les toilettes à l'entrée du boulodrome où tous les scooters se garaient, et pour la mettre dans un endroit où elle était plus en vue, on l'a mis juste à l'entrée du parc méditerranéen. Je pense qu'elle est très bien placée, en tout cas on a des commentaires qui sont bons par rapport à son placement. Voilà. On a essayé de réorganiser le front de mer en tenant compte des uns et des autres. C'est sûr qu'on n'a pas questionné cette dame, si certainement oublié, on aurait dû le faire, vous avez raison, mais on a questionné quand même, on n'a pas décidé. Moi je ne me suis pas levé le matin de chez moi en disant tiens, je vais enlever ce statut, je vais la mettre au port, et s'ils ne sont pas contents, c'est pareil. Pas du tout, c'est pas comme ça qu'on a fait. J'ai demandé, j'ai posé la question, j'ai expliqué le problème. Ce que je vous dis là, je le dis publiquement, c'est filmé, Lorquin le sait, et Philippe Barbe le sait, je lui ai expliqué.
il me semblait, je ne suis pas en train de dire que les uns c'est mieux que les autres, hein, pas du tout, hein, mais il me semble intéressant que la ville de Venus-sur-Mer puisse continuer à avoir ce partenariat avec la Fondation Mayol et puisse continuer à avoir des œuvres de Mayol, un temps du pays qui est quand même mondialement connu, qui a au niveau artistique, moi j'en apprends tous les jours et j'apprends tous les jours à le connaître. Avec Rodin sont certainement les pères de la sculpture moderne et ceux qui ont insufflé cette nouvelle élan dans les années à la sculpture et qui est reconnue. Il y a des œuvres de Mayol au Japon, à New York, dans les plus grands musées du monde. On a la chance de pouvoir avoir ce partenariat. On va avoir maintenant 6 ou 7 œuvres de Mayol ouvertes au grand public dans la ville de Venus-sur-Mer. Moi je crois que c'est un atout. Je crois sincèrement que c'est un atout et je crois que ça parle aux gens. Alors la Sardane on l'a déplacée. Moi je pensais que ce serait mieux là-bas, je vous ai proposé, il m'a dit non, c'est pas là-bas, on l'a mis avec vous. On a essayé de trouver un compromis pour essayer de satisfaire tout le monde, y compris la ville. Voilà l'explication, donc on n'a pas fait ça tout de suite. Tout le monde est pour le partenariat avec M. Lorquin. Pardon? Tout le monde est pour le partenariat avec M. Lorquin. Je comprends. Si j'ai bien compris, M. Lorquin a dit il faut enlever ce monument d'ici. Non, M. Lorquin, il a dit, non, il n'a pas dit, je veux... Il a dit comme condition. Il a dit, je vous laisse... Condition, c'est le terme. Oui, il a dit, je vous laisse l'œuvre gratuitement à Venus pendant des années, 5 ans renouvelables, à condition que cette œuvre ne soit pas à côté du monument de la Sardane et qu'elle soit alignée dans une vision artistique qui est la sienne et qui n'est pas la mienne. Moi ça ne me dérangeait pas du tout qu'elle soit alignée avec la Sardane. Il ne l'a pas voulu, on l'a accepté. On a accepté, on a dit oui, moi je souhaite que cette statue soit là. Simplement, de la part de Mme Fradet, il a été mis dans le compte rendu des finances qu'elle était absente, ce qui est exact. Mais il y avait d'autres absents et il n'était pas porté sur ce compte rendu. On le rajoutera, voilà, pas de souci, pas de problème là-dessus. Merci. Voilà. C'est bon? Donc juste pour vous indiquer, donc on a dû fermer la plage à la baignade le midi parce qu'il y a eu un gros orage le dimanche, que certains ont eu la mauvaise idée de demander au personnel communal sans me consulter d'ouvrir la rivière, ce qui fait que la rivière s'est déversée dans la baie et quand on était faire les premiers prélèvements le lundi matin, les prélèvements, ils étaient limites. Ils n'étaient pas mauvais, ils étaient limites. Comme le temps n'était pas très bon, et par mesure de précaution, quand on n'a pas eu confirmation qu'ils étaient bons, on a fermé la plage à la baignade, pas la plage, on a interdit l'eau à la baignade, en mesure de précaution. Les prélèvements du soir étaient bons, mais ils étaient le soir, donc on n'avait pas rouvert la plage le soir, et le lendemain matin, le prélèvement était bon et nous a confirmé que le premier prélèvement qui a été fait le lundi matin était dans les normes, il était un peu haut, il était un peu chargé parce qu'il y a eu la rivière qui s'est déversée et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas plus d'eau, elle draine toujours, il faut faire attention quand on ouvre la baie, surtout qu'il n'y avait pas de courant du tout. Et voilà. Donc j'ai lu quelques commentaires à droite à gauche, on l'a fait par mesure de précaution. Je pense que on l'a fait en responsabilité, il fallait le faire, mais si quelqu'un s'est baigné le lundi matin, il ne risquait pas de s'intoxiquer. J'ai des gens qui ont marqué sur les vélo, qui s'étaient douchés plusieurs fois, qui s'étaient laissés la bombe, mais voilà, peu importe. Mais il risquait absolument rien, tout le monde n'a pas vu là-dessus. Et chaque fois que l'occasion nous amènera à prendre des mesures par mesure de précaution, on les prendra parce que la santé des jeunes c'est important, mais ce serait bien plus contre-productif d'avoir des gens malades sur la plage de Venus-sur-Mer que de ne pas la faire. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Je vous remercie. Bonne saison à tous.